Bon, alors du coup, bienvenue sur la table ronde pour entreprendre en étant une femme, en tant que femme. Donc du coup, quels sont les freins, quels sont les limites ou peut-être les avantages. L'idée, c'est de faire le point sur toutes ces questions sans tabou, d'en discuter ensemble. Et pour ça, nous avons donc Marianne et Valérie, pardon, et Gabrielle qui nous a rejoint. Malheureusement, elle ne pouvait pas être disponible donc en ligne. Je vais leur laisser prendre la parole. Et un des concepts un peu particuliers de cette table ronde, c'est que elles vont donc du coup devoir piocher des questions et elles répondront à ces questions. Si vous avez, vous, à votre tour, des questions que vous voulez poser spontanément, n'hésitez pas. Je pense que l'idée, c'est aussi d'en discuter, d'avoir un échange informel entre nous. Merci. Donc bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Valérie Deville de Perrière. Je suis une femme chef d'entreprise. J'ai un cabinet d'assurance. Je suis agent générali, agent général d'assurance depuis le 1er janvier 2006 et mon cabinet se situe à Lunel. J'ai 3 salariés. Bonjour, donc moi je suis Marianne Charles-Artigue, je représente un incubateur qui s'appelle Les Premières Occitaniques, un incubateur dédié aux femmes innovantes à Montpellier. Alors j'interviens évidemment sous cette casquette-là, mais j'ai été moi-même également entrepreneur parce que j'avais lancé une start-up dans le tourisme collaboratif et j'ai exercé pendant une quinzaine d'années des fonctions de cadre sup dans les banques et les assurances. Alors je sais qu'on parle d'entrepreneuriat aujourd'hui, mais il y a un certain nombre de barrières qui, je pense, sont similaires quand on a des hautes fonctions dans les entreprises, tout comme quand on crée sa propre entreprise. Bonjour à toutes et tous, donc je suis Gabrielle Balland, donc je suis agent général d'assurance AXA. J'ai une agence en fait à Vendargues que j'ai ouvert il y a 1 an. Donc en fait je suis nouvellement agent, je suis une profession libérale réglementée, donc comme les avocats ou les notaires. J'ai 3 collaborateurs à l'agence dont un alternant. Et après j'accompagne des clients particuliers, professionnels et entreprises. En plus de mon métier, donc je suis coordinatrice bénévole Femmes des Territoires, qui est une association nationale avec des déclinaisons d'antennes locales. J'ai ouvert une antenne avec Barbara à Montpellier depuis le mois de mars, où on a déjà plus de 40, une petite cinquantaine d'adhérentes en quelques mois. Et l'idée en fait de Femmes des Territoires, c'est d'accompagner les femmes qui sont sur la partie de la création d'entreprises, donc sur leurs premières années, les porteuses de projets, pour pouvoir à la fois travailler la partie compétences personnelles, la conscience, les croyances limitantes, etc. et aussi les professionnaliser avec toute la sphère financière qui n'est pas forcément toujours disponible pour les femmes entrepreneurs au démarrage. Donc voilà pour ma présentation, et après aussi dans ma vie de femme, parce que voilà, peut-être on pourra en parler parce qu'il y a toujours un équilibre vie pro et vie privée à parler. Personnellement, j'ai 3 enfants en bas âge. Voilà. Merci Gabrielle. Je vous propose qu'on commence. Valérie, si tu veux commencer. Alors, quelles sont les erreurs en tant que chef d'entreprise que tu as pu faire? On en fait plein des erreurs. Il y en a des petites, il y en a des grosses. Alors, chronologiquement, quand j'ai commencé il y a maintenant plus de 15 ans, je ne savais pas exactement comment fonctionnait un bilan d'entreprise d'une société. Je savais tenir mes comptes perso, encaissement, décaissement, je rentre 100 €, je vais au resto, je dépense, et quand il n'y a plus d'argent, il n'y en a plus. Et en fait, dans une entreprise, ça ne fonctionne pas de la même manière. Et donc, j'ai dû apprendre à comment fonctionne un bilan d'entreprise, les amortissements. Quand on achète un ordinateur cette année, il va peser sur mon entreprise pendant plusieurs années. Enfin, les choses comme ça. Donc ça, c'est la première bêtise que j'ai faite, c'est que j'ai mis mon bilan en négatif. Il y a une année où mon bilan est sorti négatif alors que j'avais plein d'argent à la banque. Donc il a fallu que je comprenne ce qui s'est passé. Et c'est très facile à comprendre, une formation de 2 jours, et puis voilà, ça, l'accompagnement de l'expert comptable, et ça se redresse assez facilement. Donc ça, c'était une des premières erreurs. Et ensuite, les erreurs, c'est comme tout dans les entreprises, les recrutements. Voilà, on fait des erreurs de recrutement.
J'aime à dire que quand il y a doute, il n'y a pas doute. C'est une petite formule souvent que j'utilise. Et en fait, il faut écouter les signes, il faut les regarder. Et ça m'est arrivé d'embaucher des gens qui, quand j'ai passé l'entretien, tous les voyants n'étaient pas au vert. Et j'ai dit, je vais donner la chance à la personne. Et en fait, c'est quand la personne correspond pas à la situation, elle a beau faire de son mieux, et ben ça marche pas. Et du coup, ça coûte du temps à la personne et ça coûte de l'argent à l'entreprise. Voilà. J'aurais dit ça, les 2 erreurs. Après, j'ai dû en faire plein d'autres, mais je les ai oubliées. Alors moi je trouve que c'est une question qui est très intéressante parce que bon, on parle d'erreurs, mais finalement les échecs ça fait partie du parcours d'entrepreneur. Enfin, ça n'existe pas en fait. On a beaucoup de storytelling, voilà, de discours qui sont portés pour les entrepreneurs, mais il faut savoir qu'un parcours sans échec, en fait, ça n'existe pas. Et je dirais même que c'est l'échec qui nourrit. Parce que si vous vous plantez pas, bah vous vous améliorez pas, vous trouvez pas des solutions. Et justement, avoir l'état d'esprit entrepreneurial, c'est de commettre des erreurs et de rebondir. En fait, c'est ça l'état d'esprit qui va vous faire aller plus loin et aller jusqu'au bout de l'aventure, c'est de rebondir face à ces erreurs et de trouver des solutions quand vous êtes bloqué. Alors moi, sur ma propre expérience d'entrepreneur, c'est une erreur assez commune d'ailleurs, je trouve, dans l'innovation. Enfin, en tout cas, quand on a affaire à des personnes qui portent des projets de start-up innovantes, c'est parfois d'être très très bon dans le concept, de très bien faire son business model, son étude de marché, et puis avoir beaucoup plus de mal en fait à aller chercher concrètement des clients. Alors que c'est le nerf de la guerre. Enfin, je veux dire, pour qu'un modèle fonctionne, il faut des clients. Et parfois, quand on a des concepts innovants, on se perd, on va dire, dans d'autres priorités. On fait des concours, on travaille son business model, et parfois on oublie que la priorité numéro 1, c'est la démarche commerciale. Voilà, donc ça fait partie des erreurs en fait que moi-même j'avais commises en tant qu'entrepreneur et que je constate et que j'observe en fait chez les entrepreneurs que j'accompagne. Gabrielle, tu souhaites rebondir ? Oui, donc pour prendre le relais, moi ma première erreur, c'est de ne pas m'être lancée plus tôt. Où là, moi, j'ai été salariée dans la banque, j'ai été conseiller pro, j'ai été directrice d'agence, directrice de succursale, manager de directeur d'agence. Et après 18 ans passés en tant que salariée, je me suis lancée en tant que professionnelle à mon compte. Et même si les premiers mois, c'est les montagnes russes émotionnelles parce qu'on découvre plein de choses, au bout de 2 mois, on se dit mais pourquoi je l'ai pas fait avant ? Donc ça, c'est le premier point, même si c'est un peu hors sujet, c'était de me dire, finalement, je me suis mise à mon compte à 40 ans et j'aurais pu le faire, j'aurais dû le faire peut-être à 30. Donc une question soulevée pour d'autres. Après, ce que je me suis notée, c'est ne pas m'être entourée au départ pour les recrutements. Donc là, ça vient d'être soulevé. Effectivement, l'équipe, surtout quand on est une petite structure, c'est hyper important. L'esprit d'équipe, il faut qu'on se rejoigne au niveau des valeurs, des méthodes, de la façon de travailler, du service client. Il faut qu'on ait tous cette notion-là ensemble. Et effectivement, pour les recrutements, c'est un vrai métier. Et quand on est à son compte, en fait, on peut pas toujours passer par des spécialistes sur les recrutements. Là, à refaire, moi, je m'entoure au niveau des recrutements. Et pourquoi pas faire des recrutements à 2, même si je suis agent général seul et que j'exerce seul, et faire ensuite participer la personne en réunion d'équipe pour aussi avoir les feedbacks de mon équipe. Puisqu'en fait, moi, j'ai eu au démarrage, effectivement, un souci au niveau du recrutement d'un alternant. Après, pareil, je rejoins sur la partie des chiffres et pour le bilan. Moi, je me suis noté choisir un expert comptable qui connaît bien mon activité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans les professionnels, il y a tellement de métiers qui vont déclarer leur chiffre de façon différente, avec des personnes morales différentes, avec des métiers différents. En fait, moi, j'ai choisi un expert comptable qui n'était pas spécialisé dans les agents généraux d'assurance. Et concrètement, au bout de 3 mois, je me suis rendu compte que je lui expliquais mon métier, que je lui expliquais la forme juridique,
qu'il y avait eu une transformation juridique où les entreprises individuelles maintenant sont depuis le mois de mai toutes des EIRL. J'ai pas eu cette information-là par lui, je l'ai eu sur LinkedIn, donc c'est voilà à refaire. Il a plein de qualités, mais je lui ai fait découvrir le métier d'agent général d'assurance, donc à refaire, je choisirai un expert comptable qui connaissait déjà le métier pour gagner du temps et qu'il ait déjà ces compétences-là. Après, je me suis noté aussi mettre en place dès le départ un planning entre la vie pro et la vie personnelle. Pourquoi? Parce que quand on se lance, on est à son compte, on croit en ce qu'on fait, on est passionné, on a le sens du service client, on veut bien faire. Et en fait, dès le départ, on a envie de répondre à tout. Si on est exigeant avec soi, on peut aller au-delà quelquefois de ses limites. Et après, on se retrouve à des moments où on est complètement à plat. Alors que l'idée, c'est de durer. Et donc là, à refaire pour ma première année, je me mettrai en place un planning perso pour garder mon yoga le samedi matin, ou en tout cas un temps pour moi. Parce que de l'autre côté, au niveau familial, j'ai un fils de 5 ans, des jumelles de 2 ans. Donc je suis multicasquette. Et avoir un peu de temps pour moi, c'est précieux et ça me recharge. Après, en point aussi, je me suis noté, c'est le côté agent général d'assurance, mais il faut en parler aux pros, de préparer une protection juridique professionnelle, ou en tout cas de s'entourer, si on n'a pas en lien direct, des avocats. Parce qu'en fait, c'est quand on démarre qu'il faut être bien entouré. Et moi, pour une agent général d'assurance, je n'ai pas souscrit toutes les solutions d'assurance. J'ai souscrit en plus la protection juridique professionnelle, mais ça c'est un point important. Et après, dernier point, c'est peu importe le métier exercé, au début on a envie de tout faire, de bien faire, quand on nous pose une question, de répondre favorablement. On essaye de satisfaire en termes de tarifs. Et là, moi, c'est ce que je travaille avec les femmes, du coup des femmes des territoires, c'est de bien positionner leurs tarifs dès le départ, pour savoir dire non, pour savoir mieux négocier, et ça à refaire. J'irai plus dans la négociation tarifaire au départ, dès la première année, puisque les compétences, elles sont là, le service client, il est là. Voilà. On tire une deuxième question. Il y a des questions dans la salle sur ce thème? Des choses que vous voulez savoir? Je te laisserai répondre. Alors, quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaite se lancer dans la gestion d'une entreprise? J'en ai déjà un petit peu parlé, la démarche. Alors, quelqu'un qui voudrait se lancer dans un projet entrepreneurial, déjà, je lui dirais quand même de bien faire son étude de marché, de bien définir, structurer son projet, d'avoir un business plan. Alors, le business plan, c'est pas uniquement pour le plaisir de rédiger 20 pages Word avec des tableaux et des graphiques. L'idée, c'est vraiment de se poser toutes les bonnes questions, de rien oublier. De vraiment définir sa stratégie, à qui on veut vendre, qu'est-ce qu'on veut vendre, à quel tarif, comment on va faire, comment on va s'y prendre de façon précise. Et donc le business plan, en fait, c'est un canevas qui permet ça. Après, il y a aussi le business model Canva, qui est un outil très efficace aujourd'hui pour proposer son business model. Moi, donc, je vous conseillerais de bien faire votre étude de marché. Et ensuite de passer vite à l'action. Une fois que vous avez réalisé ces éléments-là, de pas passer trop longtemps en tunnel à réfléchir derrière un ordinateur, mais assez vite de vous confronter à vos clients, parce que vous pouvez aussi co-construire avec eux la solution. Voilà, donc ça permet d'éviter de se planter à la fin des 6 mois, en fait, où on réfléchit seul et parfois on passe à côté du sujet. Oui, je vais répondre. Alors, plein de choses. C'est pour ça, il faut que je trie mes idées. La première, donc j'abonde dans le sens de Marianne. La première, c'est d'avoir une visibilité du marché. Ok, mais ça, vous allez l'apprendre à l'école. C'est la première chose que vous allez faire. Vous allez dire, je fais un business plan, je veux monter une entreprise, je regarde la forme juridique. Ce que je rajouterais, c'est que il faut que ça vous plaise. Il faut que vous sachiez dire pourquoi vous voulez créer ou racheter une entreprise. C'est qu'est-ce qui vous anime quand vous allez le faire. Par exemple, il y a quelqu'un qui fait des études d'hôtellerie,
qui se plaît dans l'hôtellerie, qui travaille dans des grands hôtels, etc. et qui un jour dit, ben voilà, j'ai remarqué en fait qu'il manquait un truc, il y a un truc dont on a tout le temps besoin, et il n'y a pas de fournisseur qui nous le donne, ça. Ben moi, je vais rester dans l'hôtellerie parce que c'est vraiment le métier qui me plaît, et je vais créer quelque chose qui va servir à ce travail que je fais tous les jours. Ou alors, vous allez avoir quelqu'un qui va dire, pour moi, le bilan carbone, c'est vraiment hyper important. Et je remarque que dans toutes les entreprises, il y a quelque chose. Parce qu'en fait, ça vous tient à cœur ce que vous allez faire. Si ça vous tient à cœur ce que vous allez faire, 99 fois sur 100, vous allez réussir. Parce que vous mettrez toute votre énergie à réussir, et la bonne énergie. Si vous le faites juste pour le faire, pour dire... moi, je veux être chef d'entreprise parce que je veux de la liberté, parce que je veux faire ce que je veux quand je veux, parce que je veux décider. Eh ben, ça sera pas les bonnes raisons. Parce que vous allez vous apercevoir que vous faites pas ce que vous voulez quand vous voulez. Vous avez plein de contraintes, vous avez plein de stress, vous avez plein de choses, et qu'en fait, c'est la bonne raison, c'est parce que ça me plaît. J'ai envie de. Moi, c'est le conseil que je donnerais. Merci Valérie. Gabrielle, sur un conseil? J'en ai plusieurs. Le premier, je rejoins la partie se préparer structurellement avec une étude de marché et un plan d'action. Donc ça, il faut vraiment partir avec des bases de plan d'action, c'est incontournable, avec un prévisionnel comptable, avec une projection, si on démarre seul, si on démarre en équipe, bien valider le fait que tout le monde ait la même vision par rapport à l'année N+1. Ce plan d'action, dans les bons conseils, c'est de se dire ce plan d'action, c'est les attentes que l'on va formuler par écrit, mais dans la réalité, vos réalisations ne seront pas parfaites. Donc l'idée, ça va être de coller au maximum au plan d'action et de se dire que si on n'y est pas sur toutes les rubriques, c'est pas grave. Pourquoi ça n'a pas marché? Continuer à se poser des questions, et le plan d'action, il faut le faire vivre. Donc, typiquement, le prévisionnel comptable au niveau des chiffres, il va se poser de 1 an à 3 ans. Au niveau des plans d'action, on peut en faire un sur l'année. Moi, j'aime bien le faire au quadrimestre. Chaque quadrimestre, je refais un plan d'action. Pas en repartant de zéro, mais presque. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi? Donc, je le fais vivre, ce plan d'action. Et aussi, je le co-construis en équipe. Quand je fais mon plan d'action, avant de l'ancrer dans le marbre, je le présente à mon équipe et j'ai besoin d'avoir leur retour. Et aussi, moi, ça me permet de les faire adhérer parce que le but, c'est de travailler ensemble au service du client. Donc, c'est important de le co-construire. Après, dans ce plan d'action aussi, quand on travaille en équipe, moi, j'aime bien nommer des référents sur des sujets pour pouvoir capitaliser sur les compétences qui sont en place sur une équipe, et ça permet aussi de mobiliser chacun et de les motiver. Donc, le premier point, c'est structurer votre projet. Pour structurer votre projet, il faut être bien entouré. On dit qu'un professionnel qui réussit, c'est un professionnel qui est bien entouré par l'expert comptable, par le banquier, par l'assureur, par l'avocat. Donc là, c'est vraiment important d'être bien entouré dès le départ pour structurer le projet. Après, le deuxième point que j'ai noté dans les conseils au départ pour la création d'entreprise, c'est que dès les premiers mois, soyez attentifs aux avis clients, au retour que vous avez de votre clientèle, et ça va directement sur la fiche d'établissement Google. C'est important de la préparer avant même de l'ouverture. Qu'est-ce que vous voulez communiquer? Quelle est l'activité que vous voulez communiquer? Travaillez votre fiche établissement. Si vous ne la travaillez pas, elle est ouverte d'office. Les photos qui sont incrémentées sont des photos qui sont prises d'office, c'est pas vous qui les choisissez. Et typiquement, si je prends mon cas, la photo était prise à côté d'un petit conteneur poubelle, donc c'était vraiment moche. Donc heureusement que je l'ai modifié dès le départ et que du coup j'ai pu travailler ça pour avoir une bonne visibilité. Et après, vraiment, c'est d'inviter les clients à exprimer leur satisfaction. Ça vous donne plus rapidement de la visibilité et de la crédibilité dans vos actions. Après, dans bien s'entourer, il y a aussi un titre personnel. Ça dépend de l'âge auquel vous vous lancez et de votre cellule familiale, mais il faut savoir que quand on devient professionnel, c'est quand même un grand pas. Ça peut empiéter sur la vie personnelle. Il faut que le conjoint il soit embarqué et il faut savoir qu'il va y avoir des hauts, des bas, que vous allez vivre seul, mais que en famille ou même à deux, il va y avoir des conséquences aussi. Donc autant que tout le monde soit partant, même si vous n'avez pas besoin d'accord,
mais au moins mobiliser dès le départ, parce que peut-être qu'il y a des samedis où vous allez bosser, il y a des samedis soirs où vous ne sortirez pas. Donc ça, c'est bien de l'anticiper. Et après, là, c'est plus sur le comportement, c'est oser, parler de soi, saisir les opportunités, savoir dire non. Donc ça, il faut vraiment le travailler, que ça soit avec un client, que ça soit en équipe, que ça soit pour bien gérer l'emploi du temps. Ne pas viser forcément la perfection. Au départ, on a envie de tout bien faire. Bah, après, même si c'est fait à 80%, bah, dites-vous que d'autres, quand ils sont à 60%, ils sont satisfaits, les clients sont satisfaits. Donc, il faut pas se mettre la barre trop haut quand même. Quand il y a des échecs, les accepter et regarder comment vous pouvez corriger le tir, célébrer les réussites et ensuite se mettre en action. Pour moi, la réponse à tout, chaque fois qu'il y a s'il y a une réclamation client, s'il y a une complication qui est faite, juridique ou autre, c'est se mettre en action. Qu'est-ce que je peux faire ou avancer et ensuite la preuve par les faits. Voilà. Merci beaucoup, Gabrielle. On va lui laisser la main. Alors, en fait, il nous reste 30 minutes. Du coup, ce que je vous propose, c'est que quand vous piochez une question, vous y répondez et après, chacune répond à une question. Allez, ça marche. Ça vous va ? Ok, ça marche. Et du coup, Marianne, je te laisse piocher et répondre à cette question. Alors, qu'est-ce qui, selon toi, est le plafond de verre? As-tu l'impression d'y avoir été confronté? Si oui, comment? À fond. Moi, personnellement, oui, j'ai eu vraiment ce sentiment de toucher le plafond de verre. Alors, presque un peu plus dans mon expérience salariée. Voilà, j'avais le sentiment. Bon, j'avais des responsabilités. Hein. J'étais directrice. Mon dernier poste, j'étais directrice de l'audit interne dans la filiale assurance des caisses d'épargne Banque Populaire. Donc, j'avais plutôt un gros poste. À chaque fois, j'étais en lien avec la direction générale. Néanmoins, j'étais toujours entourée d'hommes. Je ne travaillais qu'avec des hommes, donc c'est assez ironique qu'aujourd'hui je sois dans un univers presque 100% féminin. J'avais quand même toujours ce sentiment d'en faire plus, de devoir en faire plus en fait pour être considérée au même niveau. Alors certes, j'ai fini directrice, bon, ce qui était déjà un super parcours au bout de 15 ans, mais c'est un poste pour moi auquel j'aurais pu prétendre avant. En tout cas, c'est le sentiment que j'avais en termes de compétences, en termes de réalisation. Et puis, je me sentais confrontée à cet univers masculin. Mais oui, je vais prendre... Ah. Pardon, Gabrielle, c'est moi. D'accord, très bien. J'avais plus de son en fait, j'ai pas entendu. Alors je continue. Donc du coup, j'étais dans un univers, voilà, uniquement entouré d'hommes, avec des codes masculins. Alors certes, j'ai beaucoup d'humour, j'aime rire dans l'exercice de mes métiers, mais voilà, il y avait un côté, on se tape dans le dos entre nous. J'étais la seule à vous voyer le directeur général, alors que tous mes homologues masculins le tutoyaient. Voilà. Bon, en tout cas, moi, j'ai ressenti dans mon parcours professionnel cette limitation. Voilà, c'est comme ça que je définirais le plafond de verre, cette limitation. Et c'est un peu aussi, ça a été un peu mon moteur dans le fait de vouloir entreprendre. Bon, il y a eu plein de moteurs. Je voulais être plus dans l'action. Voilà, il y a des moteurs personnels. Mais un des moteurs, c'était de me dire, voilà, je fais ce que j'ai envie de faire. Je montre toutes mes capacités. Je me développe. Et justement, j'ai plus de limites. Alors, j'ai plus de limites dans les fonctions dans lesquelles on veut me cloisonner, parce que ça, c'est un autre sujet RH. Et j'ai plus de limites dans voilà, ok, j'ai un profil financier, mais finalement je suis très bonne en pitch, je suis très bonne en commercial, voilà, je me développe, j'ai un esprit créatif que j'ai pu développer aussi à travers mon expérience entrepreneuriale. Donc ça a été pour moi justement une façon de faire exploser ce plafond de verre que d'entreprendre. Voilà. Donc, je vais pas être trop longue dans ma réponse, donc je m'arrêterai là, même si j'aurais envie d'en dire plus. On aura l'occasion de rebondir. Je vais piocher pour Gabrielle. Alors, Gabrielle, tu m'entends ?
Oui. Sens-tu que la sororité existe dans le milieu de l'entrepreneuriat, sinon dans ton domaine d'expertise? Alors, sur les deux questions, à mon niveau, oui. Au niveau de la sororité dans le milieu de l'entrepreneuriat, moi, quand j'ai ouvert mon agence il y a un an, j'ai eu la chance de rencontrer Barbara. Donc, en fait, elle est en marketing dédié aux professionnels. Et elle est femme des territoires. Elle est venue me chercher en me disant, Gabrielle, je crée une antenne femme des territoires à Montpellier. Est-ce que ça vous intéresse? Et en fait, c'est vrai que j'avais à peine ouvert que j'ai rencontré quelqu'un qui était dans un réseau, un club féminin, qui s'intéressait à mon activité, qui avait envie de travailler en binôme pour faire grandir les femmes entrepreneurs, que ça soit sur la partie privée ou aussi sur la partie professionnelle avec toute la sphère financière. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et du coup, aujourd'hui, tous les clubs auxquels j'appartiens, finalement, ce sont des clubs féminins et quelque part, c'est pas moi qui vais les chercher, on vient me chercher pour faire partie de ces clubs-là. Donc, toutes les réunions que je fais avec des professionnels, avec des pairs, peu importe leur domaine d'activité, pas forcément dans l'assurance, et ben très souvent, ce sont des professionnels E2LE. Donc dans l'entrepreneuriat de façon générale, oui. Il se trouve qu'au quotidien dans mon métier, du coup, je travaille naturellement avec des clientes qui sont professionnelles, voilà, également. Donc là, ça se fait naturellement aussi. Et pour répondre par rapport à mon domaine d'expertise précisément, donc quand je prends le métier d'agent général d'assurance, donc là on est 2 sur les 3 invités à être agent général à des dates de création différentes, donc pas avec les mêmes expériences. En tout cas, c'est un métier où il y a quand même 80% d'hommes en moyenne nationale aujourd'hui. Ça veut dire que les sociétés d'assurance, quand elles recrutent des agents aujourd'hui, elles sont conscientes que sur le marché, il y a moins de femmes qui se proposent naturellement. Là, il y a encore des points d'interrogation à se dire pourquoi les femmes vont moins vers les métiers de la finance, pourquoi les femmes, quelquefois, osent moins encore. Et là, pour résoudre à ça, moi, en étant mandataire exclusif AXA, c'est une compagnie qui appuie le développement des femmes entrepreneurs et pour les professionnels qu'on accompagne dans nos clientes, mais aussi pour les agents elles-mêmes. Typiquement, sur la région sud-est, on a créé un club des femmes agents générales d'assurance, donc qui s'appelle Accélère, et on se réunit au moins une fois par trimestre. Donc, ça a démarré il y a quelques mois. Et pendant ces réunions-là, en fait, on fait venir un coach. Moi, j'ai proposé une coach en conseil en management que j'apprécie beaucoup. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est travaillé en se disant que il y a aujourd'hui encore plus d'hommes agents généraux que de femmes. Comment la marque peut améliorer ça? Comment améliorer la satisfaction des femmes agents généraux et voilà, et les accompagner. Donc à mon niveau, c'est un carton plein positif pour dire que dans mon métier, oui, avec Femmes des Territoires, je rencontre plein de femmes professionnelles. Au hasard, j'ai aussi fait un partenariat avec les ergothérapeutes en libéral au niveau national. C'est un métier où il y a 95% de femmes qui exercent ce métier-là. Donc là aussi, les clientes sont beaucoup des femmes. Et après, avec ma compagnie AXA, là aussi, il y a des clubs de femmes entrepreneurs. Donc oui pour tout. Depuis un an, carton plein. Voilà. Merci Gabrielle. À ton tour Valérie, je te laisse. Je te donne. Oui, vas-y, tiens. As-tu l'impression de souffrir du syndrome de l'imposteur ou d'un manque de légitimité? Si oui, est-ce que tu fais face à ça ou pas? C'est en rapport avec la femme? On est d'accord? L'imposteur par rapport à la femme? Sujet, je crois. Hein? On est d'accord? Non, pas du tout. La réponse est non, pas du tout. Alors, il faut arrêter. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas eu de gros problèmes dû à être une femme en tant qu'agent général. J'abonde sur ce qu'a dit Gabrielle. Je suis rentrée il y a maintenant 17 ans dans ce monde d'hommes et ça m'a convenu complètement. Je n'ai eu, je n'ai pas de. Le métier d'agent général, c'est un métier qui a plusieurs casquettes. On fait plein de choses dans la journée. On fait de la gestion, on fait du commercial. Et un chef d'entreprise, généralement, a aussi plusieurs casquettes. Un chef d'entreprise, c'est un chef d'orchestre pour son entreprise. Et en fait, vous prenez n'importe quel commercial
Quand c'est une femme, généralement, elle va s'habiller un petit peu bien. Quand c'est un homme, il va mettre un costard ou il va mettre un petit pantalon serré. En fait, on va user de notre charme, qu'on soit femme ou qu'on soit homme, et on va pas stigmatiser la femme. Oui, c'est un monde. Le métier que je fais, oui, est un monde d'hommes, et donc il faut accepter de pas avoir ses pairs tout le temps. Moi, je fais partie de 2 réseaux. Alors aujourd'hui, je représente les femmes chefs d'entreprise. Je suis là pour témoigner. C'est un réseau où il n'y a que des femmes. On est toutes chefs d'entreprise. Et avant de venir vous voir, vu que je connaissais le thème de la réunion, je leur ai dit OK, c'est quoi vos problèmes, les filles? Qu'est-ce que vous avez eu comme problème en tant que chef d'entreprise? Et en fait, personne n'a eu de problème. On est bien accueillis. On monte notre entreprise, on existe comme tout le monde. On a des aides, on a du monde autour de nous pour nous aider. Il y a aucun souci. On a juste remarqué que dans le monde bancaire, les hauts postes dans le monde bancaire qui ont communiqué avec nous, le réseau femmes chefs d'entreprise, c'est compliqué. Et c'est plus compliqué que peut-être ailleurs. Voilà, donc voilà le témoignage que je vais rapporter, non pas de ma propre personne, mais des femmes chefs d'entreprise. Aujourd'hui, la section de Montpellier, qui comprend 70 personnes à peu près, le retour, c'est positif. Il n'y a pas d'imposteur. On est chacun à notre place, chacun avec notre métier, que ce soit quelqu'un qui a ouvert une sellerie, un avocat, un notaire, un assureur, quelqu'un qui a un institut de beauté. Voilà, il y a toutes sortes et il n'y a pas d'imposteur. Alors, avez-vous l'impression d'un imposteur ou d'un manque de légitimité? Alors, la légitimité, ma définition, ça va être, c'est à vous de vous la donner. Si vous refusez d'avoir votre propre légitimité, vous êtes là, vous avez décidé d'être là, vous avez les compétences pour être là, vous êtes légitime. Il faut pas se poser la question, en fait, de légitimité. Ce que les autres vont vous laisser paraître, c'est à vous de pas l'accepter. C'est vraiment à vous de pas l'accepter et de dire je suis là où je dois être. Et si ça gêne la personne qui est en face, ça la regarde elle. Ça ne me regarde pas moi. J'ai envie de rebondir sur cette question. Je sais qu'on n'a pas le temps, mais Il y a du temps encore. pour donner un autre éclairage. En fait, le syndrome de l'imposteur, c'est quand même un syndrome qui est généralement beaucoup plus actif. Ça veut pas dire que les hommes ne l'ont pas, hein, mais beaucoup plus actif chez les femmes. Il y a des études de la BPI qui ont montré en fait que dans les raisons pour lesquelles les femmes entreprennent moins que les hommes, parce que vous savez qu'on a un tiers des entreprises créées en France qui le sont par une femme, 20% de start-up innovantes fondées ou cofondées par une femme. Les femmes, c'est plus de la moitié de la population française. Donc je rappelle juste les chiffres pour voir que il y a quand même un décalage. On voit bien. Alors les choses s'améliorent, évoluent favorablement, certes, mais il y a encore un gros décalage. Et quand on analyse les raisons pour lesquelles les femmes se lancent moins dans l'entrepreneuriat, on a par exemple le fait qu'elles ont peur de l'échec à 36% contre 28% des hommes. Donc il y a un décalage de perception pour répondre à la question de l'imposture. Quand on leur demande si elles ont les compétences pour entreprendre, il y a 13 points d'écart, d'accord, entre ce que les hommes répondent et ce que les femmes répondent. D'accord? Donc les hommes, ils sont à 28 versus on est à 15 pour on est à 28% des femmes qui pensent ne pas avoir les compétences versus 15-16% pour les hommes. Donc ce syndrome de l'imposteur, il existe. D'accord? Il existe parce que les femmes elles-mêmes ont cette moindre confiance en elles, et puis parce que c'est malheureusement ce que la société leur renvoie. J'allais dire consciemment et inconsciemment, on le fait tous, hein. Même moi qui suis dans une filière féministe, voilà, quand j'élève mon fils, je me pose toujours la question de est-ce que je l'élève de la même façon que j'élève ma fille. On renvoie des choses. La maîtresse d'école, elle m'appelle moi
et pas mon mari pour savoir qui accompagne à la prochaine sortie scolaire les enfants. Donc il y a des choses que la société vous renvoie comme ça. Les jeux de construction qui sont plus offerts aux garçons qu'aux filles. Voilà, tout ce qu'on vous renvoie, que vous prenez et qui font que après dans la posture, vous avez plus de mal alors après encore une fois, ça peut être valable aussi, je pense, dans le monde du salariat pour demander une promotion, hein, pour aller demander un poste. En fait, les femmes se sentent souvent moins légitimes. Elles ont besoin d'avoir 120% des compétences pour aller demander un poste, là où un homme, il va se dire bon, ok, je suis à 80%, ça va le faire, quoi. Et ça se retrouve aussi dans les levées de fonds, enfin dans les demandes de financement en général, dans l'innovation. On n'a que 5% des levées de fonds qui le sont par des femmes. 5%. Donc il y a la posture et puis ce qu'on nous renvoie. Hein, là, les financeurs en face. Alors je vais pas rentrer dans tout le débat du financement parce que je pense que ce serait trop long. Mais il y a aussi ce que les investisseurs, comment ils agissent en fait par rapport au financement. Sans même parler d'investisseurs, si on regarde les banquiers, il y a un taux de rejet crédit de 4,3% pour les femmes versus 2,3% pour les hommes. Ok ? Donc voilà, il y a des chiffres qui montrent qu'on a encore des sujets. On a encore des sujets. J'arrête. Et du coup, pour Gabrielle, peut-être la dernière question. C'est moi qui la pose. Alors, Gabrielle, reconnais-tu, en tant que femme chef d'entreprise évoluant dans une société patriarcale, avoir souffert de plus de freins qu'un homme ? Déjà, je trouve que par rapport à ce qui a été dit sur les croyances limitantes, sur le syndrome d'imposture, etc., par rapport à ce qui a été dit juste avant, je trouve qu'on a et le contexte de base, c'est que oui, il y a encore des différences aujourd'hui dans les validations de crédit, dans le fait de oser décrocher des financements, dans les prises de responsabilité. Donc on a plein de chiffres qui sont factuels et en même temps, je trouve que la solution c'est justement de pas se mettre de frein, d'ouvrir les portes, quand on peut rencontrer des situations complexes, être bien entouré et pouvoir les dépasser. Donc moi, par rapport à la question, je me sens pas, en souffrance et je ne sens pas avoir eu des freins. Mais après, tout s'explique aussi. Moi, j'ai un bac+5, je suis ingénieure en sciences financières. Ma mère, à son époque, elle avait déjà un master. Donc, en fait, c'était facile pour moi de me projeter dans le fait d'avoir une réussite en termes d'études supérieures. Professionnellement, elle était investie, mon papa aussi. Donc là, c'est pareil. Moi, j'ai eu aucun frein. J'y suis allée à titre professionnel en tant que salariée longtemps, où je suis montée étape par étape. Ensuite, en me mettant à mon compte. Donc, en fait, au final, de moi-même, j'ai peu de freins. Et puis, l'idée vraiment, c'est de prendre du plaisir dans ce que l'on fait. Donc, j'avoue que j'ai avancé comme aura avancé mon voisin. Je me suis pas posé de questions. Après, ce que j'ai constaté, et là, c'est dans mon expérience, pas du tout mon expérience à mon compte, mais avant, dans ma vie de salarié, c'est que j'ai gravi les échelons. Tous les 3 ans, je changeais de poste, j'étais mutée, j'étais chargée d'affaires professionnelles à Manos, j'étais directrice d'agence dans le Var, directrice de succursale à Béziers, manager de manager dans le Gard. Donc tous les 3 ans, je prenais ma valise, mes chats, avant mon mari, toute seule, et ensuite mon mari. Et en fait, ça, pour accéder à des responsabilités, ça a impacté beaucoup la vie personnelle, qu'on soit un homme ou une femme. Et en fait, ce que j'ai constaté quand j'étais dans la banque, c'est que les femmes qui réussissaient étaient des femmes qui soit étaient célibataires, soit n'avaient pas d'enfants. Et en fait, moi, j'ai eu plus de chefs hommes dans la banque que de chefs femmes. Et les chefs femmes que j'ai eus, c'était des chefs femmes qui n'avaient pas d'enfants. Ça a évolué depuis parce que c'était il y a une quinzaine d'années et que au fur et à mesure, forcément, il y a eu beaucoup plus de femmes sur des métiers de direction. Mais ce côté-là, moi, je le garde en tête, c'est qu'à un moment,
quand on se pose la question de l'équilibre vie pro, vie perso, bah en fait je trouve encore plus difficile pour une femme d'embarquer son conjoint et ses enfants que pour un homme. En tout cas, l'histoire est en train de se faire. Il y a peut-être des choses à écrire là-dessus. Mais sur le métier que j'exerce aujourd'hui par rapport au métier d'agent général, moi, j'ai aucun frein, même s'il y a plus d'hommes qui font ce métier-là que des femmes. Aucune différence en réunion, pas de différence auprès de mes clients. C'est vraiment, voilà, moi, j'ai beaucoup de positifs. En tant que manager auprès de mon équipe aussi, beaucoup de positifs pour la communication. Donc, voilà, je pense que c'est plus dans les grosses structures, on peut le voir. C'est ce que j'ai connu sur la partie bancaire, en tout cas. On n'a plus de questions dans le petit groupe. Merci à tous. Je sais pas si peut-être on peut faire intervenir le public. Si vous, de votre côté, vous avez des questions, qui par exemple dans la salle aurait envie d'entreprendre, est-ce que ces témoignages ça vous parle, c'est votre moment aussi. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs dans cette salle? Aucun d'entre vous n'a encore envie d'entreprendre. Ouais, ça viendra avec les études. Peut-être, mesdames, si vous avez d'autres chiffres à partager, d'autres expériences, vous pouvez laisser la parole un peu plus longtemps, parce qu'il nous reste un quart d'heure, donc n'hésitez pas. Il n'y a plus de questions, mais vous pouvez créer vos propres questions. Non, moi je voulais revenir sur le sujet vraiment de la journée sur la femme, la place de la femme dans le monde de l'entrepreneuriat. En tout cas, dans cette salle, c'est la place de la femme dans le monde de l'entrepreneuriat. Et dire que les femmes ont une vraie place dans l'entrepreneuriat. Et oui, j'ai entendu tous les chiffres que Marianne a donnés. Il y a le côté social, c'est-à-dire ce que la société nous incite à faire parce que c'est les codes, parce que c'est tout ça. Et il y a la place que vous voulez prendre en tant que femme. C'est sans forcément que ce soit une révolution, sans forcément que ce soit avec le poing levé, mais juste faire ce que vous avez envie de faire. Vous avez 2 agents généraux et franchement, le métier d'agent général, c'est un métier de mec. Mais Gabrielle a l'air heureuse dans son métier depuis 1 an et demi. Elle trouve des solutions. Moi, je suis heureuse dans mon métier depuis maintenant 17 ans. Et j'ai en effet eu affaire à des hommes comment on appelle ça pas malveillants, mais ils font des blagues salaces. C'est pas. Mais en fait, mes potes avec qui je prends l'apéro le vendredi soir, ils font les mêmes blagues. Hein. Et je vais pas leur dire comment tu me traites, machin. En fait, vous leur donnez pas d'intérêt, pas d'importance, et ça passe. C'est-à-dire que si vous leur répondez pas, eh ben en fait ils peuvent pas continuer parce qu'ils voient que ça vous touche pas. Et donc oui, moi je l'ai pas mal vécu, mais j'ai entendu des témoignages de femmes qui disaient les blagues salaces, les machins, franchement ça me touche, c'est mal élevé, c'est pas respecter la femme. Oui, en effet. Moi j'ai adopté la méthode, je ne fais pas attention et voilà. Et donc on est aujourd'hui sur Montpellier, sur le bassin montpelliérain, on est de plus en plus nombreuses à siéger. On est à la CCI, on est donc en fait, c'est vrai qu'on est de plus en plus nombreuses à avoir des postes qu'avant il y avait que des hommes. Mais en fait, on est aussi de plus en plus nombreuses à entreprendre. Et donc du coup, de fait, on est de plus en plus nombreuses à avoir des postes dans tout le tissu économique qui nous entoure. Je pense qu'une des choses qu'on peut retenir aussi, c'est peut-être ne pas se mettre de barrières, et c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Forcément, on est sur une journée sur la thématique de l'égalité, donc on parle au nom des femmes, parce que souvent les inégalités, c'est souvent dans ce sens-là. Mais une des choses que vous pouvez retenir, je pense, c'est de ne pas se mettre de barrières et d'essayer malgré tout, même si on a la vision que c'est pas possible, de par sa sexualité ou autre. Alors merci, c'est effectivement important ce qui vient d'être dit. Alors moi, je suis un peu plus militante. C'est comme ça, c'est dans ma nature. Moi, j'aime pas les injustices en fait. Mais j'aurais très bien pu travailler dans un incubateur qui lutte contre les injustices sociales, par exemple. Qui fait en sorte que les entrepreneurs
qui viennent de milieux sociaux plus défavorisés ou qui n'ont pas un niveau de diplôme, parce que ça, ce sont d'autres sujets qu'on n'aborde pas aujourd'hui parce que c'est pas la thématique. Mais clairement, alors moi, je suis dans le milieu innovation, start-up. Soyons très clairs, il y a des clichés, il y a de la reproduction sociale dans le milieu des startups. C'est souvent un homme blanc qui a fait des grandes études. Enfin voilà, donc il n'y a pas que le sujet des femmes, on est bien d'accord. Néanmoins, si on revient sur le sujet des femmes, effectivement, je suis complètement en phase. Il faut aimer ce qu'on fait. Si on a envie de le faire, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, c'est pas une obligation. Mais si on a envie, il faut y aller, il faut se donner les moyens. Nous, dans notre incubateur, comme il y a ces problèmes justement de posture, de syndrome de l'imposteur, de posture, etc., on a des ateliers au sein de notre incubateur qui sont dédiés à ça et qui sont ouverts d'ailleurs aux entrepreneuses du BIC qui viennent aussi assister à ces ateliers. Donc, il y a un intérêt, à voir cette matière-là en fait pour affronter. Et voilà, donc les femmes qui ont envie aujourd'hui d'entreprendre comme les hommes sont évidemment invitées à le faire. Moi, en tant que féministe, alors attention, derrière l'étiquette féministe, on met beaucoup de choses. On se dit féministe des années 60, tout ça. Je vous rassure, je suis pas dans la rue à manifester, etc. Moi, je suis une féministe des combats quotidiens de la vie courante. Donc moi, quand j'entends une petite réflexion déplacée, moi je relève. Je suis désolée, mais moi je relève. Après, ça m'empêche pas d'avoir un humour parfois à rigoler à des blagues très salaces ou terre à terre, ou c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la bienveillance et puis c'est la considération. C'est la considération. Moi, quand j'arrive à une réunion, ça m'est arrivé dernièrement, et qu'on me dit il y a une petite nouvelle, elle va se présenter, je relève. Je dis je vois pas de petite personne ici dans la salle. Je relève parce qu'on dirait pas ça à un homme en fait. Et donc c'est en relevant tous ces petits détails qui peut-être ne paraissent être rien, qu'on donne une conscience, parce que les gens en fait sont pas forcément malveillants, ils sont pas mal intentionnés, ils sont juste conditionnés. C'est-à-dire que quand on vit dans une société patriarcale depuis des centaines et des centaines d'années, c'est sûr qu'on va pas forcément avoir conscience de ça, d'accord ? Donc, moi, je préfère le relever. Mais voilà, moi, c'est les petits combats quotidiens qui m'intéressent. Gabrielle, peut-être le mot de la fin ? Pour moi, le mot de la fin adressé particulièrement aux femmes, c'est vous n'avez pas à choisir, vous avez droit à tout. On peut être une femme, on peut être une professionnelle, une chef d'entreprise, on peut être une mère, et aujourd'hui, on n'a pas à choisir. Je dis ça parce que j'ai une pensée forte pour une de mes meilleures amies qui s'appelle Adeline, qui est infirmière et qui me dit écoute Gabrielle, j'en peux plus. À l'école, quand on me parle de mon fils, on me demande tout, c'est comme si j'avais pas de métier, il faut être là à 16h30, il faut préparer ça pour le lundi, prendre les affaires du cartable, etc. Et quand j'arrive à l'hôpital, en fait, on me demande, c'est comme si j'étais pas une mère et c'est comme si je n'avais que un métier. Dans la vraie vie, on a le droit d'être tout. Il n'y a pas de choix à faire. Il faut que ça soit clair pour vous. Après, c'est vrai que dans la vie, on peut rencontrer soit des employeurs, soit ça peut être au niveau de la famille, ça peut être un petit copain, un mari aussi qui peut poser certaines limites. Il faut vraiment savoir qu'aujourd'hui, c'est juste la base. On a droit à tout et on peut tout faire à partir du moment où on est dans le respect des autres, mais on commence par le respect de soi. Et j'ai en tête un exemple qui est devenu positif, mais j'ai un souvenir de la banque où avant que je me marie, mon directeur de secteur me reçoit. J'étais topée dans le programme des talents pour la banque, donc ça veut dire chaque année, tous les 3 ans, mutation, évolution. Gabrielle, vous êtes sûre de vouloir vous marier ? Et je me suis dit, lâche, il me teste, et pourquoi mon boss, à titre professionnel, me demande ça alors que ça concerne ma vie personnelle ? Je me sentais tout à fait capable d'être et professionnelle et personnelle. Je n'ai pas eu la réponse à cette question, je ne savais pas s'il me testait ou pas, mais en tout cas, bien sûr qu'il ne fallait pas choisir. Et aujourd'hui, il n'y a pas de choix à faire, on peut tout faire.
Donc pour celles qui ont envie, pour ceux qui ont envie, allez-y. Et c'est pareil pour les hommes. On est un homme, un chef d'entreprise, un père. Voilà, on peut tout faire, il ne faut pas faire de choix. Merci beaucoup. Toujours pas de questions dans la salle suite à ces derniers témoignages? Non? En tout cas, merci à toutes les trois d'avoir accepté d'intervenir pour cette journée sur cette thématique. Vraiment, au nom de toute l'équipe, c'était important pour nous d'avoir aussi une table ronde sur la thématique de l'entrepreneuriat au féminin. Je sais que le sujet a été beaucoup traité ces derniers temps, donc c'est positif parce que ça veut dire que les mentalités avancent. Et je voulais vraiment vous remercier d'avoir pris de votre temps pour être parmi nous aujourd'hui. Avec plaisir. Merci à vous. Avec plaisir.